Bonjour Lisa, bonjour Martin. Salut à tous les Bonjour, deux. salut David. Merci d'être présent aujourd'hui et de venir nous partager votre expérience. Super sympa pour remettre un peu de contexte à tout le monde. Donc, on va se présenter bien entendu individuellement, mais voilà, on est partenaire du coup avec Lisa de la solution WisePops et Martin est utilisateur, power user depuis plusieurs années maintenant de la solution et ils ont bien voulu partager avec nous tous leurs petits tips sur un sujet quand même assez central en e-commerce. C'est que Martin nous partageait effectivement des stats assez intéressantes et vous les avez sans doute en tête, c'est qu'il y a quand même une grande partie du trafic qui n'est pas du tout converti, alors que on peut mettre des efforts assez importants d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue humain, pour faire venir des gens. Et on a quand même un gros ratio, 97% des gens qui vont pas acheter, ce qui peut être assez frustrant pour les marketeurs et pour les responsables. Donc, l'idée, c'est à travers ce live, de vous partager quelques petits tips très concrets avec WisePop notamment, comment on fait pour justement ne pas leur dire au revoir comme ça. Eh bien, écoutez, on est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, je vais vous switcher. Pouf, pouf. Parce qu'on a une grande technicité sur la régie. Hop, normalement, je vais vous mettre la présentation ici. Comment transformer 97% des non-acheteurs et rentabiliser le budget d'acquisition. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Et pour commencer, justement, pour présenter rapidement, on va se présenter tous les trois. Je vais commencer, je vais ouvrir le bal. Et donc, moi, je suis David Niette, responsable de Senpai.io. J'ai cofondé la société avec mon associé depuis maintenant un peu moins de 2 ans. On est lauréat French Tech Tremplin 2 fois. Et qu'est-ce qu'on fait chez Senpai? On a une plateforme qui aide les entreprises de toute taille, que vous soyez tout seul ou jusqu'à 300 personnes aujourd'hui, de tous les secteurs, pour vous aider à trouver vos logiciels parmi des outils de marketing, des outils de fidélisation, de care et également tout ce qui est sales B2B. Donc, ça va vous permettre justement d'aller chercher de la productivité avec les bons outils. C'est un vrai écueil que moi, j'ai eu dans mon passé. Donc, on a créé ça et moi, généralement, pour le trait d'humour un peu, on dit qu'on est le Tinder du logiciel. Donc, on ne vous promet pas la nuit parfaite, mais en tout cas, d'avoir la bonne stack d'outils pour répondre à vos business, à vos besoins business, pardon, et équiper vos collaborateurs. Donc voilà, donc, je sais qu'il y en a pas mal qui me connaissent déjà, donc il y a peut-être des choses que j'ai déjà redites, mais voilà, ravi de vous retrouver sur ce live. Et je vais laisser du coup la parole à Martin pour se présenter. Hop, Martin, je te donne le micro. Super, merci David pour l'intro. Du coup, ravi de partager ce temps avec Senpai, WisePops et les nombreuses personnes qui assistent au live. Big up aux équipes Fago qui m'écoutent. Super cool d'être là. Donc, pour présenter moi, ça fait quasiment 4 ans que je suis chez Fago et je m'occupe du coup du e-commerce et du digital, ce qui est très vaste. Et du coup, en partie des pop-up on-site. Pour présenter Fago, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une marque qui a été créée en 2009, une marque de textile et de chaussures française. Et on est Bicorp et entreprise à mission, donc on est hyper éco-responsable. Et voilà, j'en dirai pas plus. Tout est très bien écrit sur le site. Le Respocom, s'il m'entendait, me crierait dessus en disant que j'ai très mal parlé de la marque. Mais voilà. Et je vais vous présenter un peu avec Lisa comment on optimise du coup le trafic qu'on a sur le site. Et je laisse la main à Lisa pour se présenter. Yes, merci beaucoup Martin. À toi Lisa. Enchantée tout le monde et ravie d'être là aussi. Donc moi, c'est Lisa. Je m'occupe du Customer Success chez WisePops. Donc, en gros, depuis un peu plus d'1 an. Donc, ça ne fait pas très longtemps que j'ai rejoint WisePops. Mais en gros, moi, mon rôle, c'est d'accompagner nos utilisateurs pour qu'ils exploitent au maximum toutes les fonctionnalités de notre outil. Donc, c'est un outil d'on-site marketing qui permet donc de créer des campagnes contextuelles et personnalisées sous forme de pop-up, de barres ou de notifications que vous allez pouvoir intégrer sur votre site Internet, votre site e-commerce, etc. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'accompagner les utilisateurs pour qu'ils obtiennent les résultats qu'ils attendent de l'utilisation de notre outil. Voilà.
Et bah, très clair, merci beaucoup. On va creuser justement un sujet hyper intéressant qui vous concerne tous les deux et sur lesquels vous bossez ensemble, qui est du coup, comment transformer les 97% de non-acheteurs. Pourquoi on a choisi ce sujet d'ailleurs? Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut s'exprimer en premier. Pourquoi c'est une Allez, vraie problématique? je me lance. Je coupe l'herbe sous le pied à Lisa et j'y vais. Du coup, ouais, moi, c'est une claque que j'avais prise il y a longtemps par un mec qui bosse chez VP qui m'avait dit une stat et qui m'avait parlé de ces 97%. Et ça m'avait marqué. Se dire, ouais, bah, en fait, un bon site e-commerce, il a un taux de conversion de 3%. Donc, ça veut dire que 97% des gens qui viennent sur ton site, ils n'achètent pas. Et du coup, ils n'accomplissent pas l'objectif premier pour lequel, en tout cas, moi, je me lève le matin en tant que responsable e-commerce, d'acheter, quoi. Et du coup, bah ouais, c'est fou, quoi. De se dire, putain, 97% des gens, ils vont pas acheter. Alors, quand on sait les efforts à la fois financiers et humains qu'on met en place pour driver du trafic sur le site, donc quand je dis effort humain, c'est un SEO carré. Quand je dis effort financier, c'est les dizaines, voire les centaines de milliers d'euros qu'on lâche à Google et Facebook ou à d'autres plateformes. Tu te dis, c'est trop dommage, quoi. J'aimerais bien faire monter, j'aimerais bien faire l'inverse, quoi, 97% d'acheteurs, mais c'est impossible. Du coup, donc je spoil un peu la suite de la presse, mais en gros, il faut se donner des objectifs qui sont autres que l'achat e-commerce pour aller transformer ces 97%. Et j'en dis pas plus, j'en dirai plus un peu plus tard. Et je laisse la main à Lisa si elle a 2-3 trucs à rajouter. Bah, je pense que tu as assez bien résumé la problématique. Mais bon, pour compléter, effectivement, faire venir du trafic sur son site, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. Donc, surtout quand voilà, on grandit. Donc, c'est hyper important en fait, de rentabiliser donc, ces efforts, comme tu disais, d'acquisition, mais que ce soit tout ce qui est publicité payante, mais aussi tous vos efforts SEO, etc., qui coûtent voilà, très cher en argent, en efforts humains, etc. Donc, c'est important de trouver des leviers. Enfin, une fois qu'on a on va dire un niveau de trafic assez convenable, de commencer en fait à se poser la question de comment je fais pour optimiser ce trafic qui vient sur mon site. Et donc, ça se fait à différents endroits, hein, que ce soit optimisation du process de checkout, optimiser vos pages produits, optimiser tout le parcours entre guillemets de conversion, etc. Et puis, il y a tout l'enjeu voilà, de la collecte de données sur vos visiteurs, donc tout ce qui est opt-in. Parce qu'aujourd'hui, un des gros enjeux majeurs pour les e-commerçants, mais même pour on va dire tous les marketeurs, c'est de collecter de la first party data. C'est donc les emails via les formulaires, les avis clients, les cookies, etc. Parce que voilà, ça devient de plus en plus difficile de targeter. Ça va devenir de plus en plus difficile voilà, de cibler les bonnes personnes au bon moment. Et voilà. Ok, super. Bah, écoutez, merci pour cette première intro. Justement, moi, on a préparé quelques petites questions. On en a 4 précisément. On verra si on arrivera à toutes les dérouler. Et pour parler justement de ce sujet et avec des cas concrets, parce que justement, on n'est pas resté que sur la théorie. Il y a vraiment des choses qui ont été faites d'un point de vue marketing côté Martin. Et justement, la première question, comment transformer de parfaits inconnus en prospects adressables? Il y a vraiment des choses qui se font sur le marché. Peut-être que vous êtes sensible déjà à ce sujet-là. Vous avez déjà été dans l'expérimentation de sites Internet où il y a des pop-ins qui sont utilisés à bon ou mauvais escient. Et donc, justement, on en avait, en préparant ce live, quelques petits exemples. On en a cité un, on n'a rien contre eux, mais en tout cas, c'était assez intéressant de voir que ces pratiques-là, aujourd'hui, étaient encore faites. Et justement, Martin, est-ce que tu peux nous en parler, justement, puisque c'est toi qui as un peu repéré ce site, qui est le site Carrément. Shine. Shine ou Shine, je ne sais plus exactement comment on dit. Mais ouais, c'est le grand méchant loup du textile mondial. Là. Je réécoutais encore hier un live de la marque Loom qui diabolisait, qui racontait en fait, justesse pourquoi c'est catastrophique. Et je vous invite à creuser si vous ne connaissez pas cette marque et pourquoi c'est catastrophique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, donc en gros, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment transformer 97% de non-acheteurs sur son site. Donc ce que je disais tout à l'heure en intro, c'était
se donner des objectifs autres que la transaction e-commerce, parce que globalement, c'est compliqué d'aller faire grandir ce 3%, où normalement, on est déjà excellent avec 3%. Peut-être qu'on peut peut-être le faire passer à 3,5%, mais bon, voilà, ça va être compliqué, quoi. Donc, comme le disait Lisa, c'est important de récolter de la data, parce que du coup, quand on fait venir des gens sur le site, on a envie de pouvoir les recontacter après, que ce soit en retargeting, en acquisition, ou parce qu'on a chopé leur adresse email et après on les rentre dans notre logique CRM. Donc voilà, donc nous là, c'est ce qu'on fait. Donc on utilise les pop-up qui sont un moyen en fait pour récolter de la data, mais évidemment il faut bien utiliser les pop-up. Parce que en fait, il ne faut pas que son site internet devienne ce que j'appelle un sapin de Noël avec des guirlandes qui clignotent de tous les côtés, quoi. Et en fait, ça c'est le problème des sites où il y a beaucoup de promotions. Donc tu arrives sur un site, là tu as ton bandeau cookie, et là on remercie nos amis Induxnil qui sont là pour nous faire respecter la RGPD. Tu as un autre pop-up de promotion qu'il faut jarter pour enfin accéder au site. Ce qu'on ne voit pas là, parce que c'est une image, tu as une autre pop-up qui s'ouvre sur le côté, le bandeau noir s'ouvre, et après tu as l'inscription aux notifications Google Chrome qui s'affiche. Donc en fait, pour que la personne accède enfin à ton compte, il faut qu'elle fasse genre 4 clics, quoi, ce qui est infernal, quoi. Donc pour moi, c'est un bon exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Et du coup, bien réfléchir à comment faire en sorte que les pop-up sur ton site ne viennent pas perturber trop l'expérience utilisateur. Donc voilà, je vais peut-être laisser la main à Lisa qui a des exemples de choses qui sont un peu mieux faites. Oui, exactement. Et juste pour revenir sur l'exemple de… je remets. En fait, ça représente bien le concept, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais de la fatigue publicitaire, ou en anglais, le banner blindness ou ad blindness, où en fait, aujourd'hui, on a appris à filtrer en fait, tous ces messages parce qu'on en a trop, en fait, tout le temps. Donc voilà, il faut savoir utiliser ce type de campagne de manière intelligente parce que, en fait, les gens ont appris à ignorer en fait tous ces messages. On voit ces pop-up qui apparaissent sur ce site en particulier. On aura tendance à venir sur le site et à voilà, ignorer tous ces contenus qui apparaissent, à fermer par réflexe ces pop-up, et du coup, ça diminue l'expérience utilisateur et vos chances de convertir du coup les visiteurs de votre site. Après, voilà, peut-être que pour eux, ils attirent une audience qui est intéressée par les promos, donc c'est difficile à savoir. Ce ne sont pas des clients Wisepops, si c'est la question que vous vous posez, mais là, voilà, je vais vous montrer En gros, j'ai sélectionné quelques exemples de campagnes pour vous montrer qu'en fait, on peut utiliser les pop-up, mais avec cette notion de permission marketing. Donc oui, vous pouvez très bien faire apparaître des pop-up à un instant T sans que la personne l'ait demandé, mais il y a plein d'autres exemples que je vous montrerai un peu plus tard où vous allez demander la permission à l'utilisateur, voilà, d'ouvrir ou d'interagir avec votre contenu. Et donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? Voilà, donc là, on a sans incentive, il y a 3 catégories que tu as regroupées, en fait. Oui, alors comme on a décidé de se concentrer sur la collecte, les campagnes qui visent à collecter des emails, donc j'ai pris que des exemples où en fait, il y a un formulaire dans la pop-up. Donc là, en fait, on a les exemples de pop-up où on va juste proposer aux visiteurs de s'inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières offres et les dernières updates. Et puis, bon, en général, ce genre de campagne, moi, je le recommande pas tellement. C'est important d'apporter de la valeur, surtout quand vous interrompez, parce que là, en l'occurrence, du coup, on interrompt le visiteur dans sa navigation, parce que la pop-up apparaît sans que la personne l'ait demandé. Et en plus, on ne va pas leur proposer quelque chose en échange. Donc, en général, on verra les chiffres après, mais les taux de sign-up pour ce type de campagne sont très, très bas. Voilà. Et après, donc, il y a les exemples avec incentive. Si tu veux bien changer de slide, David. Donc, avec incentive, ça, on en voit très souvent sur les sites. Voilà, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez un code de réduction sur votre première commande.
Donc c'est un bon moyen en fait de collecter de la data en apportant de la valeur et de faire aussi découvrir votre marque parce qu'un un visiteur ou un nouvel acheteur qui connaît pas vos produits, c'est toujours bien de lui proposer une incentive pour l'aider à passer à franchir le pas, quoi. Et ça peut être aussi simple que la livraison offerte, un code promo ou un article offert lors de la première commande. Donc voilà, ce genre de campagne, ça marche déjà beaucoup mieux. Et puis, ça vous permet d'avoir aussi des bons taux d'ouverture sur vos emails, sur votre welcome flow. Donc ça aussi, Martin en parlera un petit peu mieux tout à l'heure. Mais voilà. Et les derniers types de campagnes, on va dire, d'opt-in que j'ai sélectionné, c'est ce qu'on appelle les campagnes gamifiées ou ludiques, où on va intégrer en fait des mécaniques de jeu donc dans ces campagnes pop-up. Et l'exemple le plus courant, ça va être le jeu concours tirage au sort ou la roue de la fortune. Et ça, c'est vraiment, en termes de taux de conversion, c'est vraiment chouette. Et en plus, ça permet de proposer une expérience un peu originale sur son site. Et ça peut être bien intégré. Parfois, on a des utilisateurs qui se disent « Ah ouais, mais ça n'ira pas avec mon univers, etc. » Mais en fait, vous pouvez tellement customiser vos campagnes et les adapter au look and feel de votre site, de votre univers, etc. pour que ça ait l'air intégré et pas une publicité qui apparaît sans Super intérêt. intéressant. Super intéressant. Et justement, tu vas nous partager quelques chiffres aussi, puisque sur ces 3 catégories-là, de ce qu'on comprend, il y a plus ou moins d'efficacité, plus ou moins de bonnes pratiques. Mais voilà, il y a quelque chose qui est moi, qui m'a quand même vachement choqué quand tu as partagé ces datas-là, ces chiffres-là. Yes. Alors, donc ça, c'est un benchmark qu'on avait fait il y a un peu plus d'1 an, mais c'est toujours très vrai. Enfin, c'est les tendances qu'on remarque toujours. Mais en gros, on a fait un benchmark sur un échantillon d'une 50aine de pop-up e-commerce où il y avait des campagnes sans incentive. Donc, le premier exemple que je montrais, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez les dernières updates. L'exemple avec l'incentive, le coupon ou la livraison offerte sur la première commande. Et gamification. Donc, on voit la différence en termes de taux de sign-up qui est quand même significative entre les 3 types de campagnes. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais c'est vrai que la gamification, ça marche plutôt très, très bien. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais en fait, vous pouvez l'intégrer tout au long de l'année, comme le fait Fago, et ils en parleront, ou pour des campagnes très spécifiques, ponctuelles, du type la Saint-Valentin, des fêtes importantes ou des périodes importantes à célébrer ou, pour votre audience, quoi. Et justement, dans le chat, si vous voulez nous partager un petit peu votre expérience, qu'elle soit bonne, mauvaise, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous faites déjà des pop-up un peu plus classiques, sans offre, qui vont communiquer sur de la collecte, sans incentive? Est-ce que vous avez déjà des expériences sur du couponing, hein, donc de pouvoir échanger votre email ou des données contre une incentive? Et pour ceux qui sont un peu câblés, est-ce que vous avez fait un peu de gamification? Dites-le nous en commentaire, comme ça on pourra voir un petit peu dans l'audience comment vous vous situez. En tout cas, merci Elisa de vous partager avec transparence ces données-là. Et dites-nous aussi si vous avez déjà fait ces dispositifs, quels sont un peu vos feedbacks, vos satisfactions vis-à-vis de ces dispositifs. Et justement, on parle de concret, il y a d'autres formats aussi qui existent. Ouais. Du coup, tu pourrais peut-être nous en parler. Ouais, très rapidement là-dessus. En fait, donc ça rejoint un peu l'exemple de Shein tout à l'heure ou même des pop-up qui vont interrompre le visitateur dans sa navigation. En fait, il y a plein de types de campagnes que vous pouvez mener sur votre site. Il n'y a pas que la pop-up classique en carré. Qui se base sur la permission du type le bandeau qui va apparaître de manière très discrète, qui ne va pas déranger dans la navigation. Le flux de notification, donc là, on ne voit pas très bien comme c'est juste une image où vous allez pouvoir communiquer ou demander là, en l'occurrence, c'est des formulaires aussi, ou un formulaire, en fait, comme un call to action au sein d'un article de blog, quelque chose comme ça qui ne va pas interrompre, mais ou qui va apparaître en alignement avec votre contenu sans nuire à l'expérience client. Voilà.
Yes, hyper intéressant. Et alors, du Ah coup, oui. j'ai un autre format aussi ici. Ah oui, et le dernier, ouais, l'exemple, alors là, c'est vraiment le format pop-up, mais appliqué pour que ce soit en fait basé sur la permission. Donc là, en gros, on voit qu'il y a un espèce de macaron dans le coin de l'écran qui quand même attire le regard au niveau du site. Et l'utilisateur va devoir cliquer dessus pour ouvrir la pop-up. Donc là, on est plus dans une notion de permission quand même. Donc voilà, pour ceux qui sont, je ne sais pas, qui se posent la question de oui, les pop-up, ça me fait voilà, on est un peu frileux, on n'a pas envie de nuire à l'expérience utilisateur. Bah, voilà, il y a d'autres options possibles. Justement, en préparant ça, et c'est un petit cas d'usage très particulier parce que prochainement, il y a notamment un marronnier assez connu, c'est c'est Pâques. Et donc, forcément, quand on parle de Pâques, on parle de chasse aux œufs. Et je crois que ça, c'est un cas qui est assez utilisé en termes d'animation. Et justement, ce petit tab que tu viens de nous présenter Orange, là, bah, qui est customisable, et bah, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans cette forme d'animation. Tout à fait. Vous pouvez les cacher sur certaines pages, déclencher des triggers différents et du coup faire un truc un peu animé pour voilà, gamifier un petit peu l'expérience pendant cette période. Très bonne petite astuce comme ça, si vous voulez faire une animation sympa et en plus faire visiter votre site par vos clients, eh ben, c'est un petit truc qui se fait très facilement. Merci Lisa pour ça. Et du coup, on va passer à la question qui va concerner plus particulièrement Martin, puisque c'est une opération que tu as menée et que tu mènes sur le site de Fago, qui est la roue de la fortune. Alors, du coup, la roue de la fortune, c'est pas Philippe Risoli, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on réutilise justement en termes de gamification sur le site. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Martin? Carrément, carrément, carrément. Déjà, je voulais appuyer en fait ce que disait Lisa, mais enfin, quand vous demandez de la data à vos clients, demandez-vous quel intérêt ils ont eux à vous la donner, quoi. Si c'est juste une inscription newsletter, effectivement, ça va jamais marcher, quoi. Forcément, tu n'as pas envie de recevoir un mail de plus dans ta boîte mail, tout le monde en a beaucoup trop. Ça, c'est mort, quoi. Et forcément, tu as des taux de conversion à 1%. C'est normal. Par contre, effectivement, quand tu offres de la valeur et que la personne a intérêt, je vais vous montrer sur Fago comment on fait, a intérêt à vous donner son email parce qu'il voit un gain potentiel, et ben là, forcément, elle se chauffe plus à laisser son email. Se dire, bon, bah, oui, je vais peut-être me faire pourrir ma boîte mail, mais je pourrais me désinscrire et c'est une chance de gagner quelque chose. Malheureusement, en 2022, c'est toujours impossible de mettre une vidéo dans un Google Slides. J'avais préparé une petite capture d'écran vidéo de mon site pour vous montrer ce que ça rend, mais ça marche pas. On a David, autre chose, si du tu coup, on peux a quand montrer en même cette slide. petite capture. Ouais, Ouais. ouais. Donc j'ai quand même fait des captures, mais images. Donc du coup, nous, donc on fait une pop-up, on fait une roue de la fortune, où on a une pop-up full screen desktop qui apparaît. Et la proposition, on a A/B testé deux propositions différentes. Et ça, dans WisePop, c'est super facile d'A/B tester en fait deux variations d'une même pop-up. Et c'est clé en fait pour améliorer le CTR. Donc là, en fait, ce qu'on a changé, c'est juste du wording. Soit c'était une paire à gagner chaque semaine, on laisse nom, prénom, email, on clique sur jouer, ou alors 150 € à gagner chaque semaine. Et en fait, de manière totalement contre-intuitive, c'est la version où il n'y a pas la valeur monétaire qui apparaît, qui performe plus et surtout beaucoup mieux, quoi. On parle de 4 points de conversion, donc c'est-à-dire taux de clic, quoi, en anglais. 4 points de plus, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà, il faut vraiment tester et pas partir sur des convictions basées sur des intuitions, quoi. Ce qui est un peu contre-intuitif d'ailleurs, parce que quand tu Ouais. quand tu nous as montré à Lisa et moi les deux écrans, moi, sans regarder les performances, je me suis dit, bon, bah, c'est le 150 € en fait qui performera le mieux. Et en fait, non. Ouais. Et en fait, ça dépend de ton audience, quoi. Tu vois, les gens, ils viennent sur Fago parce qu'ils aiment bien potentiellement les produits ou ils ont été séduits par une paire de chaussures ou par autre chose. Mais du coup, ils viennent pas pour gagner de l'argent, quoi. Tu vois, enfin, tu vas sur un site e-commerce et du coup, tu as envie d'un produit, en fait. Et là, du coup, quand tu proposes un produit, ça séduit plus que quand tu proposes de l'argent, quoi. Peut-être aussi que, bon, voilà. Tout à fait. Voilà, Et est-ce que donc, tu peux passer en slide suivante où je donne un peu plus de détails? bien sûr, Euh, on a deux slides justement où tu nous partages tes performances. yes. De mon côté, je les vois pas là. Je sais pas si elles s'affichent Tu- pour les participants. Alors, ça va peut-être laguer un petit peu, ça va arriver. Donc, Moi, je les vois. vous ne les voyez pas là? Moi,
Moi, je Moi, je vois les rien. vois. Là, c'est bon, pardon, ça a mis un peu de temps de mon côté. D'accord, un Ouais, peu de quelques lag. chiffres. Du coup, là, c'est une capture d'écran du back-office Wisepops où du coup, je voyais les performances de mon A/B test. Du coup, il y avait deux variations. Le V2, parce que c'était déjà une V2, et le V2 test wording. Et du coup, il y en a. On voit le nombre de displays, le nombre de fois où la pop-up est apparue, le nombre de clics et le CTR, donc le taux de clic, et au final, le nombre d'emails récoltés. Donc les plus cartésiens, les plus puristes diront c'est trop bizarre parce qu'il y a un A/B test avec d'un côté 6000 displays et de l'autre côté 120 000. Non, je vous rassure, il y a bien eu 6000 à un moment, j'étais bien sur un A/B test 50-50. Et c'est juste que j'ai passé 100% de mon trafic sur la variation gagnante au bout de un mois ou deux, quoi. Mais pourquoi c'est important d'avoir A/B testé? Si j'avais pas A/B testé, en fait, je serais parti sur mon 150 euros parce que dans ma tête, je pensais que c'était mieux. Du coup, je me serais retrouvé avec 12,8% de CTR. Et en fait, au final, heureusement que j'ai A/B testé parce que je tombe à un peu plus de 17% de CTR. 4 points de CTR en moins sur 123 000 sessions. À la fin de l'année, j'aurais eu 5 000 emails en moins. 5 400 très précisément. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est de un, hyper important de tester, et deux, ça se chiffre derrière, quoi. On parle de 5 000 emails, c'est quand même pas rien, quoi. Avec des taux de conversion à 3% derrière et un panier moyen, ça se calcule un peu, quoi. Et justement, tu nous Euh, parles un peu de cette partie collecte sur la slide d'après. Ouais, carrément, sur la slide d'après, qui doit, je pense, afficher pour vous, mais pas encore pour moi. Je faisais un peu le bilan, c'est bien, ce live, ça permet de creuser, de faire un peu le bilan de l'année 2021. J'ai collecté du coup plus de 58 000 emails grâce à Wisepops. Quand je rapporte ça à mon trafic en visiteur unique, ça fait un taux de conversion de 4% de visiteurs que j'ai optimisé. Et du coup, si on se dit 3% de taux de conversion plus 4% d'opt-in, en gros, là, je passe de transformer 97% de mes visiteurs à transformer 93% de mes visiteurs. Enfin, 7%, pardon, je passe de transformer 3% de mes visiteurs à 7% de mes visiteurs. Donc, je double ce chiffre. Donc voilà, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, une campagne qui a bien réussi pour toi. Une campagne qui a très très bien réussi. Évidemment, on peut toujours aller beaucoup plus loin sur toutes les campagnes, mais là, on a un bon deuxième jet du coup. Et du coup, Lisa, vis-à-vis de ça, donc, c'est des statistiques que tu vois aussi sur des marques comme Fago, mais est-ce que d'autres clients aussi arrivent à répliquer ce genre de métriques? Comme tu l'as dit si bien en intro, Fago, ça fait partie de nos. Enfin, Martin et l'équipe Fago, ils font partie de nos power users, qui sont arrivés à un certain stade d'utilisation de la solution où ils arrivent à avoir des très bons résultats qui peuvent toujours être optimisés, hein, mais oui, on retrouve ça. On retrouve ça chez pas mal de marques, mais après aussi, on ne va pas se mentir, il y a aussi des utilisateurs qui utilisent très mal la solution, voilà, qui vont par exemple faire apparaître une pop-up sans incentive et du coup qui vont avoir des taux de conversion très faibles, ou qui vont mal gérer les paramètres de fréquence et la faire apparaître trop souvent pour leurs visiteurs. Et nous, c'est difficile, on n'a pas forcément la main, mis à part l'éducation qu'on essaye d'apporter autour de ça, et donc voilà, qui vont avoir des mauvais résultats et qui en plus vont avoir potentiellement peut-être des visiteurs ou des acheteurs qui vont se plaindre sur le site, quoi. Donc voilà, en fait, c'est très difficile. On met à disposition une solution, quoi. Donc voilà, on essaie de faire le max pour que nos utilisateurs l'utilisent bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est pour dire que l'outil ne fait pas tout, c'est aussi l'usage qu'on en fait qui Ouais, c'est ça. est hyper important. C'est le maçon qui est derrière l'outil qui fait la réussite aussi. Et l'A/B test, c'est un exemple très parlant. Moi, je vois encore très peu d'utilisateurs, en tout cas pas une majorité de nos utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité. Et je trouve que Martin a soulevé un très bon point, c'est qu'en fait, on va avoir tendance à penser, parce que on lit plein d'articles de best practice marketing ou des choses qui ont bien marché chez d'autres marques. Donc, on se dit, ah bah tiens, dans notre imaginaire, ça va marcher aussi chez moi. Et l'A/B test, en fait, ça va vraiment vous permettre de tester sur votre audience et faire vos propres benchmarks, votre propre analyse sur votre audience qui est totalement différent. Voilà, peut-être que cet A/B test, il aurait été mené sur Shein, ça aurait été pas du tout les mêmes résultats. Et chez Fago, comme tu le disais, votre audience va réagir différemment à différentes incentives.
Voilà, donc il y a plein de choses à tester. L'offre, bien entendu, comme l'a fait Martin, mais ça peut être aussi la fréquence d'apparition, ça peut être les délais avant que la pop-up apparaisse, ça peut être voilà, changer un paramètre que ce soit au niveau du design, de l'offre ou Bien sûr. du scénario d'affichage. Voilà. On va justement en parler, Lisa, parce que du coup, c'est une question que je vais vous poser aussi. C'est comment, du coup, dans l'univers technologique de chaque entreprise, parce qu'aujourd'hui, ça évolue dans des SI plus ou moins complexes. Bah, il y a justement, Martin, tu parlais de CRM, pour justement, une fois qu'on a collecté les emails, ces fameux 58 000 adresses que tu as collectées, bah, qu'est-ce que tu en fais quoi, derrière? C'est pas juste un fichier plat que tu récupères, mais par contre, ça va se déverser dans ton outil. Carrément, carrément, carrément. Du coup, tu peux passer en slide suivant, parce que là, j'ai fait pas mal d'efforts graphiques. Comme vous voyez, c'est assez travaillé. Donc ouais, effectivement, avoir des emails dans son outil de pop-up, c'est pas mal. Les utiliser et les adresser, c'est encore mieux. Du coup, moi, mon logiciel CRM, c'est Splio, dont je suis très content. Je dis pas ça parce que mon account manager assiste à la presse, Pas du mais tout. vraiment, c'est Pas vraiment du bien. tout. On les salue. Non, et en fait, ouais, ce que j'aime bien avec, donc en fait, on faisait déjà des pop-up avant d'utiliser Wisepops, mais on avait un autre outil où en fait il n'y avait pas d'intégration automatique des leads et je devais faire des extractions puis des réimports manuels. Enfin, c'était vraiment infernal. Mhm. Et ce qui m'a séduit chez Wisepops, c'est qu'il y a une connexion en API avec mon outil Splio qui se fait vraiment en 2 secondes sans dev. Et du coup, en fait, quand quelqu'un participe à la roue de la fortune sur fago.fr, et ben automatiquement, c'est envoyé du coup à mon logiciel CRM Splio. Du coup, ça crée un contact en base de données et après qui est adressé avec mes scénarios de marketing automation. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un welcome pack chez Fago. J'allais te Et en demander ce gros, que tu avais derrière, du coup, un scénario. ouais, Bon. carrément. On a un welcome pack, donc voilà, tu viens d'arriver dans la base de données, on t'envoie un email en mode bienvenue dans l'aventure Fago, on te présente la marque, le concept, nos produits. Si au bout de 7 jours, tu n'as pas acheté, on te renvoie un email. Là, on te présente vraiment juste les produits, découvre nos nouveautés de saison, on pousse nos best-sellers pour pousser à l'achat. Et si du coup, encore 7 jours après, donc 15 jours après l'inscription dans la base de données, tu n'as pas acheté, on te pousse un petit code promo avec la livraison offerte pour inciter à l'achat. Donc voilà, ces prospects, ça passe d'une pop-up sur mon site à 3 emails que reçoit le client de manière séquencée, quoi. Et ça de manière hyper automatique. Enfin, évidemment, il y a eu un peu de setup au début, mais ça tourne du coup depuis quasiment 2 ans sans avoir besoin de mettre le nez dedans trop souvent, quoi. Enfin, pour D'accord. optimiser un peu, évidemment, mais du coup, ça tourne, quoi. Et ça tourne automatiquement, ce qui est très cool. Ce qui Et est très donc, cool. et justement, la slide juste après, alors ça va faire un pont avec ce que tu disais, Lisa, aussi dans la configuration. Et en plus, Martin, tu vas nous partager un petit tweak que toi, tu appliques, notamment pour Ouais. éviter d'avoir des mauvais messages à des gens à qui tu as déjà embasé, c'est-à-dire que tu as déjà collecté. Et justement, ça va peut-être faire une petite passerelle à Lisa pour justement, c'est un écran du coup de configuration de Wisepop, ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Alors, je ne sais pas si c'est Lisa. Lisa, tu veux en parler déjà et après Martin reprend. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit là sur cet écran-là, justement? Alors là, c'est dans ce qu'on appelle le display scénario, donc ce qu'on va paramétrer, le timing, la fréquence, etc. Et là, c'est sur l'audience, en fait, donc à qui on va pousser la campagne. Donc, on va pouvoir choisir le device, donc desktop ou sur mobile ou sur tablette. Donc, déjà, ça, c'est important parce que l'usage est complètement différent. Donc, c'est important de pouvoir segmenter son audience en termes comment on dit, appareil sur lequel votre Bien sûr. visiteur visite votre site. Si c'est un nouveau visiteur, un first-time visitor, donc qui vient pour la première fois sur votre site, il va avoir des besoins, des attentes différentes, ou quelqu'un qui est venu déjà plus de 3 fois sur votre site. Donc voilà, tout ça, on va pouvoir le paramétrer. La source aussi, d'où vient donc, vous allez pouvoir afficher une campagne en fonction de l'origine du visiteur. Donc, s'il est venu du trafic organique ou
qui vient d'une paid ad, d'une campagne en particulier ou d'un email en particulier, vous allez pouvoir targeter de manière contextuelle ou exclure les visiteurs qui viennent de certaines sources de trafic, quoi. Et après, voilà, il y a tout ce qui est géotargeting, La langue. ouais, en fonction de la langue préférée du navigateur. Et voilà, donc là, en fait, donc Martin, tu peux peut-être expliquer, toi, les paramètres que tu avais mis pour cette campagne, donc qui est la Spin to Win en particulier. Carrément. Ouais, moi, ce que je trouve infernal, c'est quand je reçois un email qui m'intéresse, parce que forcément, si je suis abonné, c'est que je suis intéressé. Donc, je clique sur le site depuis l'email, donc je tombe sur le site de la marque en question. Et là, je me prends une pop-up, inscris-toi à notre newsletter. Mais en fait, c'est une hérésie parce que tu es déjà abonné à la newsletter, tu viens de cliquer sur l'email et là, on te demande ton email. Alors, on marche sur la tête. Donc, du coup, ouais, merci pour le petit emoji. On marche sur la tête. Et du coup, bah, ouais, j'ai exclu ce trafic-là, quoi. Et après aussi, donc, il y a d'autres paramètres que j'utilise, c'est de ne cibler que les personnes dont le navigateur est en français, parce que j'ai un site aussi en anglais, donc du coup, j'ai pas envie de leur afficher un wording en français qu'ils ne comprendront pas. Et on peut aussi contrôler la pression, ce que j'appelle la pression d'une commerciale en fait, de pop-up, donc c'est-à-dire c'est le nombre de pop-up vus par session, quoi. Et ça, c'est vraiment très très appréciable de pouvoir faire ça, quoi, pour Ouais, justement complètement. bien contrôler l'expérience utilisateur et pas se retrouver avec un site sapin de Noël guirlande comme d'autres peuvent mal le faire, quoi. Et justement, Lisa, merci Martin pour ces explications. En tout cas, ce cas d'usage-là, il paraît basique, mais effectivement, c'est important de pouvoir les exclure, puisque ça coule sous le sens de ne pas redemander un email de quelqu'un dont on a déjà l'adresse. Et peut-être, Lisa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, quelques minutes, de ces manières d'afficher les triggers, justement, les règles pour se dire, est-ce que ça s'affiche basiquement dès qu'on arrive, donc tu as la pire des choses à faire, c'est dès que tu arrives, tu n'as rien vu, tu as une copine. Mais du coup, au-delà de ça, il y a des choses beaucoup plus fines qu'on peut faire. Ouais, alors pour les triggers, donc ça va être choisir si vous voulez qu'elle apparaisse, par exemple, au chargement d'une page, si vous voulez qu'elle apparaisse au moment où le visiteur s'apprête à quitter le site. Donc ça, c'est tout des déclencheurs qu'on va pouvoir détecter grâce au comportement de la souris, quoi. Il y a d'autres triggers, ça peut être aussi le on-click. Par exemple, voilà, en gros, votre visiteur, il va cliquer sur un bouton et il y a une pop-up qui va apparaître. Donc ça aussi, c'est pas mal pour le permission. Voilà, il y a différents triggers. Il y a aussi le on-scroll. Donc, vous allez faire apparaître une campagne après un pourcentage d'écran défilé que vous allez pouvoir vous déterminer. Par exemple, si vous voulez que ça apparaisse, je ne sais pas, à 50% après, au bout d'avoir défilé 50% de la page d'un article de blog, par exemple, et là, vous déclenchez une campagne. Et surtout, ce qui est très important, en fait, c'est toute cette notion de délai, d'ajouter, en fait, une condition en plus, donc qui est le délai, de dire, bon, surtout pour la collecte d'emails, donc là, on se concentre sur les campagnes de collecte d'emails. Comme tu le disais, souvent, sur les sites, on va se connecter. Donc, je crois que chez Shein aussi, c'était un formulaire. C'est la première fois que tu viens sur le site et on va te demander ton email. Donc, c'est pas terrible. Je pense que, pour plein de raisons que vous imaginez. Mais du coup, l'idée avec les délais, ça va être de dire, je veux déclencher cette campagne quand un visiteur s'apprête, par exemple, à quitter mon site, si vous choisissez le on-exit, mais uniquement s'il a déjà visité 2 ou 3 pages, pour pas que ça apparaisse sur la première page, la landing page, quoi. Et du coup, risquer d'embêter votre Oui, c'est visiteur. ça. Couper son Embêtant, expérience. c'est un peu ennuyant. Et en plus, c'est un peu nul niveau expérience utilisateur. Et puis en plus, si vous attendez un certain temps, vous allez pouvoir augmenter vos taux de sign-up parce que c'est logique, un visiteur qui visite, plus il visite des pages, plus il est engagé, plus il est intéressé par votre marque et vos produits et plus il aura de chances de se dire, OK, je laisse mes coordonnées parce que ce que je vois, ça m'intéresse et les produits m'intéressent. Donc, carrément, moi, je veux bien recevoir un petit code promo sur ma première commande. En gros, c'est un peu ça pour grossir vraiment le truc. Mais ajouter un délai, c'est un des premiers trucs si vous voulez optimiser les taux de conversion de votre campagne opt-in, donc de collecte d'email.
faites un A/B test déjà, voilà, sur une pop-up qui va apparaître immédiatement et une version B qui va apparaître au bout de 2 ou 3 pages vues. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir en termes de taux de sign-up. Donc, peut-être que vous allez collecter moins d'emails, mais ce sera des emails déjà plus quali. Et en plus, vous aurez des meilleurs taux de conversion. Et en termes d'expérience, ce sera un peu plus, un peu plus Super acceptable. intéressant. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup, Lisa, pour cet éclaircissement. Et du coup, bien cibler, bien choisir ses exclusions, son message et où est-ce qu'on place ces pop-ins et le format, bien sûr, parce que pour rappel, là, on parle de pop-in, mais il y a plein d'autres formats qui existent. La table, la petite sidebar, voilà, il y a des formats qui sont des fois plus discrets, moins intrusifs. Et justement, alors là, je vois que le temps file, mais c'est passionnant en tout cas ce qu'on raconte là aujourd'hui sur ce sujet-là. Et je pense que j'espère que ça vous apporte une nouvelle lecture, donc qui peut être peut-être un peu biaisée par de mauvaises expériences sur des sites où les pop-ins sont mal gérés. Et Martin, tu nous as partagé un dernier cas d'usage, donc du coup qui est un peu détourné, mais tu as utilisé les pop-ins pour justement le customer care. Donc, pour Carrément. améliorer la qualité du service client. Et du coup, tu nous as partagé cette petite capture d'écran. Est-ce que tu peux nous le commenter, du coup? Carrément, ouais. Du coup, dans le e-commerce, c'était un peu de service client aussi, quand même. Et en fait, à une époque, on recevait énormément de demandes de gens qui nous disaient, mais putain, comment je fais un retour? Comment je fais un retour? Et en fait, nous, avoir une personne au service client qui explique à l'utilisateur comment faire un retour, c'est vraiment du temps très mal alloué, quoi, parce qu'aucune valeur ajoutée, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, quand un mec veut faire sa demande de retour, il va sur la page, sur mon site, il va dans son espace perso, sur soit son historique de commande, soit mes retours. Du coup, quand il arrive sur cette page-là, je sais qu'il y est pour ça, en fait. Donc, je lui fais apparaître une pop-up sur le display on landing sur cette URL très spécifique et je lui donne de l'info, genre sur comment faire son retour pour faire baisser en fait le taux de contact au service client. Et surtout, en fait, un client, moi, ce que je dis toujours sur un bon client, c'est un client dont on n'entend jamais parler, quoi. Parce que tout est fluide. Il est autonome sur 100% de ses actions, que ce soit le passage de la commande, le retour. Il n'a pas besoin de toi, quoi. Parce que ton site, il est clair, il est limpide, et il n'y a aucune friction, quoi. Et donc, du coup, là, c'est un exemple, mais je suis sûr que tout le monde peut en avoir d'autres. Sur, du coup, une petite pop-up qui arrive au bon moment. Tu vois, tu te dis, il faut que je génère mon retour. Et là, tu as la petite pop-up qui dit, voilà comment faire. Et là, tu es yes, je suis aidé, quoi. Super Donc intéressant. voilà. Et du coup, Donc, je pense que le service client te remercie d'avoir installé cette petite carrément, pop-up. carrément. Et du coup, peut-être pour conclure, parce que je vois que le temps file, on va peut-être manquer un petit peu de temps pour les questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous les laisser sur le chat. Et de toute façon, on va remettre un petit peu les contacts de chacun si vous voulez préciser certaines choses avec Martin et Lisa. Écoutez, j'ai quelques slides, du coup, d'autres stratégies de pop-up. Peut-être que tu peux nous commenter, Lisa. Ouais, alors franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça cool quand voilà, on peut rebondir sur certains sujets. On ne se rend pas forcément compte des questions que vous pouvez avoir. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà. Et les autres stratégies, donc oui, le Welcome Pop-up, donc ça, c'est ce qu'on a vu, opt-in. Après, vous pouvez aussi faire des campagnes sur votre site pour limiter les abandons de panier, par exemple. Donc là, l'idée, ce n'est pas de collecter des emails, mais c'est d'aller cibler les personnes qui ont des articles dans leur panier et qui s'apprêtent à quitter votre site. Donc là, vous allez jouer sur le targeting et le trigger. Voilà, pour essayer de limiter les abandons de panier. Donc, après, en autre stratégie, juste rapidement, voilà, il y a tout ce qui est cross-sell, donc proposer des produits complémentaires. Donc, ça peut être tout simplement quand ils arrivent sur une catégorie de produits. Donc, voilà, chez Fago, tu vas avoir accessoires, sneakers, etc. Potentiellement, quand un visiteur ajoute un certain article d'une certaine catégorie ou qui se rend sur une certaine page, peut-être de lui recommander un produit complémentaire qui pourrait l'intéresser. Et idéalement, lui proposer peut-être une incentive avec un petit code de réduction sur l'article complémentaire. L'upsell aussi, l'idée là, ça va être aussi donc, pour le cross-sell et l'upsell d'augmenter le panier moyen. Donc, il y a plein de stratégies qui peuvent être activées.
Aussi, Celle-là est voilà, intéressante aussi. Ouais. ouais, targeter aussi les personnes qui ont déjà acheté, parce que bon, on se concentre là sur la conversion, mais par exemple, donc, avec des outils comme WisePop, mais d'autres aussi avec des options de targeting, vous allez pouvoir dire, bah, je veux targeter par exemple les clients qui ont passé plus de X commandes sur mon site, et eux aussi leur proposer du contenu et des incentives qui vont viser à, voilà, à améliorer la lifetime value, et aussi faire des choses pour vos clients existants, c'est hyper important aussi. Et puis aussi, voilà, Super clair. voilà, quand vous avez des soldes ou des offres spéciales, voilà, communiquer avec un petit timer ou compte à rebours, c'est aussi, ça marche aussi très, très bien. Eh ben, très clair. Bah, merci beaucoup pour ce partage, Lisa. C'est des dispositifs que vous pouvez très facilement mettre en place. Et justement, pour conclure, parce qu'on déborde un petit peu, mais on va vous récompenser d'être resté aussi longtemps avec nous, c'est on va faire un petit jeu concours. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des lives avec Senpai, vous n'êtes pas trop surpris. Mais voilà, ce qu'on vous a préparé avec Lisa, c'est notamment des petites dotations. Donc, de mon côté, nous, bah, si vous avez des besoins en outils, donc on fait gagner des séances de coaching, justement, pour les sujets. Et la participation est super simple. Bon, vous avez déjà fait la moitié. Il faudra juste nous suivre sur les réseaux sociaux pour justement valider votre participation. Et Lisa aussi propose de faire gagner quelques petites dotations. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors tout simplement, bah, on vous propose de gagner des abonnements WisePops gratuits d'une durée de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, donc via le tirage au sort qui sera effectué. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, sinon, au-delà de ça, vous n'êtes pas obligé de participer au jeu concours, mais vous pouvez quand même tester WisePops. On a une période d'essai de 14 jours, donc ça peut aussi, voilà, vous permettre de tester des choses qu'on a vues aujourd'hui et vous faire votre propre idée sur tout ça. Eh ben, très clair. Bah, j'ai plus qu'à. Ah bah là, du coup, on a fini. Merci beaucoup. Merci Martin. Merci Lisa. On est un peu short sur les questions, mais en tout cas, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous en direct. C'est peut-être même plus simple pour vous de pinguer Martin et Lisa si vous avez des petits cas un peu spécifiques et des questions que vous aviez sur ces sujets-là. Je vous remets du coup les noms, prénoms si vous voulez vous connecter sur LinkedIn avec ces belles personnes. Je vous remercie beaucoup, Martin et Lisa. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avant la pause déj. C'était super intéressant et on a pris plaisir à partager et à préparer ce live avec vous, en tout cas. Carrément, ouais, super cool, super enrichissant même pour moi à préparer, ça te donne des pour actions de trucs à améliorer, donc trop cool. Et j'espère que bah, y a plein de gens qui ont appris des choses et qui se disent faut qu'on optimise nos pop-up, faut qu'on mette en place des pop-up. Yes, merci Martin et Lisa, bah, merci beaucoup. Merci Merci pour à ton vous. partage et de toujours être partie prenante des projets un peu foufou qu'on a chez Senpai. On en a sous le pied encore, donc restez connectés. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Très bon appétit à tous. Bon appétit. Ciao! Salut tout le monde.